Depuis 750 millions d'années, l'arbre règne en colosse sur Terre. Sur l'horloge de l'existence de notre planète, il naquit dans les dernières heures, et nous, humains, dans les dernières secondes. Et l'humanité n'existerait probablement plus sans l'arbre. En effet, son bois alimente le feu qui nous réchauffe, nous éclaire, repousse les prédateurs et cuit notre nourriture. Tout comme l'arbre nous nourrit en nous offrant ses fruits, les champignons qui poussent à son pied et la faune qui l'abrite. On en tire autant d'outils que d'armes, de matériaux de construction, d'abris, de supports d'écriture que de véhicules et tant d'autres utilisations. Il revêt aussi un aspect sentimental. On y dresse les cabanes de notre jeunesse, y gravons nos premiers amours, y suspendons les balançoires de nos enfants, et on sombre dans nos rêves à l'ombre fraîche de ses ramures. Il représente alors le merveilleux, hors du temps, hors de l'espace, une bulle de nature ancestrale et protectrice, comme le serait une divinité primordiale, paternelle ou maternelle. Outre ses propriétés matérielles et sentimentales, il représente aussi une dimension temporelle. En effet, l'arbre symbolise tantôt renouveau et renaissance, mourant à l'hiver pour renaître au printemps, tantôt immortalité, quand il est immuablement vert et florissant. Il nourrit, abreuve et accueille aussi la faune, que ce soit les oiseaux, les primates, les rongeurs ou encore les insectes. Ces animaux y donnent naissance, puis, à leur mort, ils nourrissent l'arbre, qui nourrira à son tour leur descendance. L'arbre est donc une représentation microcosmique du cycle de la vie, et par extension, du monde du vivant. Il est aussi symbole des temps anciens, de la force de la nature primordiale et de ses bienfaits. Un arbre peut accompagner la vie d'un homme, voire de plusieurs générations. Il s'ancre ainsi dans un quotidien et dans la continuité. Repère remarquable, immuable et rassurant. Et c'est peut-être pourquoi l'homme cherche à rattacher son histoire à celle de l'arbre, à s'enraciner. Ce dernier se voit alors anthropomorphisé, ses pieds ancrés dans le sol et sa tête tutoyant les cieux. De fait, les arbres sont souvent considérés par certains comme les gardiens de notre planète, et l'intermédiaire entre humain et divin, mortalité et immortalité, et le médium permettant d'y accéder. Son aspect de titan, par sa taille et sa longévité, pourrait aussi renvoyer aux premiers âges mythologiques, et notamment aux mythes des géants originels. Les arbres pourraient ainsi en être le reliquat. Ils seraient alors des titans pétrifiés, des dieux endormis, ou l'expression même du divin dans son ensemble. Leur taille entre aussi dans la conception de la dimension verticale, ce qui en fait un moyen d'atteindre le royaume céleste, souvent demeure des dieux. Un rôle que revêtent également la montagne de la création, les pyramides, les temples et toute autre construction cultuelle verticale. Puis, quand l'arbre n'est plus seul, il est un bosquet ou un bois sacré, une forêt enchanteresse ou menaçante, un lieu de refuge ou d'exclusion, le terrain des druides, des parias et des malfrats, prompt ainsi à devenir celui de la faune mythologique sylvestre, des elfes, fées et gnomes. Le berceau des légendes arthuriennes, celtiques, nordiques, indiennes ou amérindiennes, le théâtre des contes et légendes, ainsi que la résidence des esprits de l'animisme et du panthéisme. L'arbre jalonne alors les récits comme il jalonne nos campagnes, s'ancrant ainsi dans des concepts cosmologiques, théologiques et philosophiques. En effet, dans sa nature même, il éveille dans l'esprit du faible et mortel humain un sentiment de grandeur et de majesté qui le dépasse, lui et sa fragile condition. L'arbre appartient alors au domaine du sacré. On le vénère, le divinise parfois, et on lui rend des cultes souvent. Puis on y taille les idoles religieuses et les sarcophages ou cercueils de nos défunts, car on ne retourne pas à la terre, mais bien à l'arbre. L'arbre est un symbole entre tradition sociétale et voyage mystique, entre le matériel et le spirituel. Dans son utilité, sa symbolique ou sa sacralité, il a toujours accompagné l'humanité. C'est donc tout naturellement qu'il occupe la place centrale dans certaines cosmogonies. Ces mythes de création le considèrent à l'origine de l'univers, le soutenant ou le contenant, renfermant par extension tout le vivant ainsi que le divin. Il devint ainsi, selon nos ancêtres, la représentation et la constitution même de l'univers et son organisateur. Il est alors arbre cosmique. Et si pour certains la destinée de l'homme est liée à celle de l'arbre, les récits mythologiques semblent en accord avec cette vision.
Et Michel Bocara, chercheur au CNRS, d'affirmer que la pensée mythique précède la pensée humaine et lui sert de fondement. L'arbre est pour elle l'ancêtre de l'homme. Dans les temps précédant le domptage de la nature par l'homme pour son seul profit, et avant l'industrialisation, l'humanité concevait des mythes qui la disposaient à la place qui était la sienne au sein de la nature et de son cycle. Ces mythes étaient, et restent probablement, la conceptualisation humaine la plus réaliste de l'environnement, sans la science ni le progrès qui donnent à l'homme une trop grande importance. Et c'est ainsi que l'humanité perdit la science d'habiter le monde. Nous allons, tout au long de cette série de vidéos, nous intéresser aux différents motifs, thèmes et récits constitutifs de ce que Patrice Lajoie appelle la figure mythologique de l'arbre cosmique. Et ce, dans l'ensemble des mythologies, au travers de vidéos traitant des thèmes particuliers, comme l'arbre de vie et de sagesse, les 5 arbres originels, ou encore la pendaison ritualisée à l'arbre cosmique. Dans cette première vidéo, nous allons tout d'abord nous intéresser au chamanisme, probable première religion de l'humanité, au sein de laquelle apparaîtrait ce motif de l'arbre cosmique. Ensuite, en nous appuyant sur l'ethnologie comparée, nous tenterons de reconstruire le rituel chamanique lié à l'arbre cosmique. Et enfin, nous chercherons à déterminer les origines de ce mythe, qui paraît universel au premier abord, et à comprendre sa présence dans des régions si éloignées les unes des autres. Cette longue étude a pour but de démontrer, outre l'apport du chamanisme, que ce motif, présent dans des mythes sur tous les continents, représente l'idée d'une origine commune des mythes majeurs, qui se diffusent lors des migrations de l'humanité. Une diffusion facilitée par une pensée humaine qui conceptualise ce qu'elle voit pour l'adapter à ce qu'elle ne comprend pas. Suivez-nous dans l'ascension de l'arbre cosmique, au gré des contes et des mythes chamaniques, pour mieux comprendre l'humanité et son rapport au divin. Il convient tout d'abord de définir la figure mythologique de l'arbre cosmique, ainsi que les mythes qui y sont rattachés et qui se composent de plusieurs éléments récurrents. Des mythèmes, pour reprendre l'expression de Claude Lévi-Strauss. Tout d'abord, l'arbre cosmique est axis mundi, c'est-à-dire axe central autour duquel tourne l'univers, gravitent les planètes et s'organise le vivant ainsi que la communauté. En tant que centre sacré de l'univers, il est aussi origine de la vie, et souvent du divin lui-même. On le retrouve ainsi dans de nombreuses cosmogonies, et c'est pourquoi Steve Thompson, dans sa classification des motifs mythologiques, le répertorie parmi les mythes de création sous la référence A652. En tant qu'axis mundi, il peut être un arbre ou sa représentation sous forme de poteaux, de bâtons, de totems, de colonnes, ou, dans une terminologie plus générale, d'un pilier sacré. Et c'est aussi à ce pilier que les dieux attachent leurs chevaux. Il est aussi arbre du monde, lien entre les 3 mondes superposés qui constituent l'univers conceptualisé dans le chamanisme. Le monde du dessus céleste, le monde médian terrestre et le monde du dessous souterrain. Cet arbre contient ainsi les astres, le cosmos, l'ensemble du vivant et du matériel, tout autant que l'au-delà et ses esprits. Cette conception tripartite peut aussi être comprise comme le royaume des esprits ou des dieux, celui des vivants et celui des morts. Il s'agit des royaumes du divin, du matériel et du spirituel.
ou encore plus tardivement du paradis, de la terre et des enfers. Les trois mondes chamaniques seraient possiblement à l'origine de nombreuses conceptions de triades divines, chaque dieu gouvernant ainsi son monde, comme la fratrie grecque Zeus, Poséidon, Hadès, par exemple. L'arbre cosmique s'inscrit ainsi dans toutes les dimensions, centrales et verticales, comme nous venons de le voir, mais aussi horizontales. En effet, ses racines, ses branches ou les cours d'eau qui naissent à sa base rejoignent les 4 points cardinaux et s'étendent aux confins de la Terre. L'arbre cosmique revêt cette même dimension dans le motif particulier des 5 arbres, l'un au centre, sacré, et les 4 autres aux points cardinaux. Le motif de l'arbre cosmique comporte aussi une dimension temporelle, notamment par son caractère de renaissance et d'immortalité. Car il est aussi arbre de vie, tout comme arbre de sagesse, menant à l'autre monde, prodiguant vie et connaissance absolue. Enfin, d'autres motifs et mythèmes sont souvent observés. Un oiseau mythique niche à son sommet, et un reptile guette à ses racines. Il est la résidence de la grande déesse, ou du dieu créateur qui s'y substitue. Il est lié au cheval ou à la course du soleil, qui sont souvent d'ailleurs confondus. 3 femmes prophétisent dans son ombre, ou encore il est lieu de majesté et de justice. Parfois même, l'arbre du monde est multiple. On retrouve ainsi 2 voire 3 arbres dans les mythes, un dans chacun des 3 mondes, ou un sur Terre et un autre dans le monde céleste ou infernal. Et souvent, chacun de ces arbres est l'émanation d'un seul et même arbre, l'arbre cosmique. Nous retrouverons tous ces motifs tout au long de cette série de vidéos. Il apparaît donc que les caractéristiques fondamentales de cette figure mythologique de l'arbre cosmique soient d'ordre cosmogonique. Ainsi, comme le souligne Mircea Eliade, dans nombre de traditions archaïques, l'arbre cosmique, exprimant la sacralité même du monde, sa fécondité et sa pérennité, se trouve en relation avec les idées de création, de fertilité et d'initiation, en dernière instance avec l'idée de la réalité absolue et de l'immortalité. Mais il paraît crucial de préciser que les appellations d'arbre cosmique et d'arbre du monde sont des termes modernes, non employés par ceux vénérant cette figure mythologique. Seul le terme d'arbre de vie se retrouve dans la littérature antique. De même que pour le terme de religion, qui est controversé et qui sert ici à mieux appréhender les mythes et les rites symboliques mis en pratique par la représentation d'un même peuple ou d'une même culture. Mais nombreux sont ceux qui parlent de religion chamanique, au cœur de laquelle émergerait l'arbre cosmique. Si l'arbre cosmique sert à rallier les 3 mondes conceptualisés dans le chamanisme, il convient de nous intéresser à ce que certains nomment la première religion du monde. Le chamanisme est une conception du monde basée sur le monde des vivants et celui des esprits. Puis, en 3 niveaux, le supérieur céleste, le médian terrestre et l'inférieur souterrain, correspondant au monde zouranien, terrestre et chthonien. Cette culture symbolique, pour ne pas dire religion, se définit principalement par le rôle de son acteur central, le chaman, qui est le seul à pouvoir voyager entre ces mondes. L'anthropologue Manvir Singh décrit cette fonction comme étant la première profession de l'humanité, intermédiaire entre le monde des hommes et celui des esprits. Le chaman, terme d'origine toungouse de Sibérie, est alors chef de la communauté, régissant le rite et le quotidien. Le chaman entre en transe extatique pour voyager dans cet autre monde, afin d'y demander assistance, prédiction, guérison et conseils aux esprits, que ces derniers soient bons ou mauvais. Et il peut y parvenir de plusieurs manières. Par la consommation d'entéogènes, qui sont des substances psychotropes hallucinogènes, parmi lesquelles on pourrait citer les champignons hallucinogènes, le cannabis ou la mandragore. Il peut également s'agir de concoctions ou de boissons, comme le soma en Inde ou la yahuasca en Amérique du Sud. Sont aussi utilisés l'alcool ou la pratique d'une danse rituelle transcendantale au son des tambours cérémoniels, menant à l'auto-hypnose. Parfois, le chaman peut aussi atteindre ses visions dans un état fiévreux, par manque de sommeil ou de nourriture, ainsi que par la souffrance auto-infligée. Et il utilise comme véhicule, canal ou passerelle l'arbre cosmique, sous sa forme d'arbre-monde et d'axis mundi,
qui relie les différents mondes ou dimensions. Si dans la pratique le chaman peut grimper physiquement à l'arbre, souvent il s'agit d'une ascension spirituelle. On retrouve de façon quasi constante dans les expériences chamaniques la sensation de voler, les visions de formes géométriques nommées ontoptiques, les animaux dotés de paroles, la faculté de changer de lieu instantanément et bien d'autres aspects. Qui le décide par ses pratiques ou le subisse par des visions ou des rêves, le chaman entre alors en contact avec les esprits, souvent sous forme animale. Il est alors devin et prophète, mais surtout médecin. La maladie est en effet souvent comprise comme l'action d'un mauvais esprit sur l'individu. Le chaman se doit alors d'entreprendre un exorcisme, couplé à l'utilisation de plantes médicinales, afin de guérir le malade, traitant ainsi âme et corps. Parfois, un esprit auxiliaire, lié au chaman, peut se fondre en lui, ou le suivre à son tour dans le monde des vivants, et ce pour le servir ou y combattre les mauvais esprits. Qu'il soit nommé Medicine Man chez les Amérindiens, Angakok chez les Inuits, Sikerei chez les hommes-fleurs Mentawai d'Indonésie, ou qu'il soit l'ancêtre des druides et des sorciers. Il est coiffé d'une tête de renne ou de cornes et de bois de cervidés, et il est vêtu d'habits confectionnés à partir de divers animaux. Parfois, ses vêtements sont ceux de femmes, où il agit selon un comportement féminin. On interprète ceci comme la volonté de réunir les énergies mâles et femelles, pour ainsi incarner un pouvoir plus complet. C'est ce qui fait penser à Jacques Brosse qu'il y aurait une mention du chamanisme chez les peuples germains, notamment dans les écrits de Tacite. Chez les Naharval, on montre un bois consacré dès longtemps par la religion. Le soin du culte est remis à un prêtre qui porte des vêtements de femme. De plus, certains chercheurs démontrent l'asexualité ou la bisexualité rituelle du chaman. Pour mieux comprendre ces phénomènes et le rôle de l'arbre cosmique au sein du chamanisme, on peut s'appuyer sur des travaux ethnologiques auprès de populations nord-asiatiques contemporaines. Ainsi, Mircea Eliade nous relaye le rite initiatique d'un nouveau chaman, un Boho, dans le peuple des Bouriates de la région du lac Baïkal. Souvent, le futur chaman présente des prédispositions durant l'enfance, et par son comportement étrange, il est considéré comme élu par les esprits, et doit alors entreprendre l'initiation pour éviter de perdre la raison ou la vie. L'initié, qui a suivi l'instruction d'un chaman aguerri, nommé son chaman père, est d'abord purifié à l'aide d'une sorte de balai fait de rameaux de bouleau, et qui est enduit de tarasoun, une mixture à base d'eau, d'herbes, d'aromates, ainsi que du sang et de poils d'un bouc tué pour l'occasion. À noter que le bouleau est l'arbre le plus sacré pour la majorité des chamans d'Asie centrale et septentrionale, et qu'il est dans la croyance et le rite la représentation de l'arbre cosmique. Le chaman père invoque ensuite les esprits gardiens des ancêtres et leur offre des libations de tarasoun. Peu après cette cérémonie préparatoire, a lieu une procession menée par le chaman père et ses 9 assistants nommés les fils. Tout ce petit monde recueille ainsi des offrandes. Puis dans certaines tribus, le chaman père, les 9 fils et l'initié jeûnent pendant 9 jours dans leur tonte. Le chiffre 9, sacré quand il concerne l'arbre cosmique, symbolise les plans célestes. Il est présent dans les pratiques et croyances des peuples de toute la Sibérie, mais aussi au-delà, comme chez les peuples altaïques turco-mongols, en Scandinavie, en Inde ou en Chine, des lieux où l'arbre cosmique est aussi présent. Un chiffre, vous le constaterez, omniprésent dans les cultes et les mythes de ces ères. Ensuite, la veille de la cérémonie d'initiation, le chaman père et ses 9 subordonnés se rendent dans la forêt où sont inhumés les ancêtres du village. Ils y déracinent et y coupent des bouleaux, arbres sacrés qui contiendraient l'esprit des mêmes ancêtres. À la suite de quoi, ils plantent ces troncs selon un ordre précis. Parmi eux, 3 arbres qui ont été déracinés sont replantés dans l'aire cérémonielle. Puis ils sont couverts de rubans et ouin du tarasoun. 3 groupes de 9 autres bouleaux sont destinés à recueillir les dépouilles des animaux sacrifiés. Le plus grand des bouleaux déracinés est disposé quant à lui au centre de la yourte du futur chaman, avec ses racines dans l'âtre et son tronc qui traverse l'ouverture centrale d'évacuation des fumées. Cet arbre lui servira de porte vers l'autre monde, d'où son nom Udishi Burkan, le gardien de la porte, qui est une représentation de l'arbre cosmique sur Terre. Tous ces arbres, celui de la yourte inclus,
sont alors reliés par 2 rubans, un rouge et un bleu, représentant, selon Mircea Eliade, l'arc-en-ciel, qui est le symbole du chemin vers le ciel, la demeure des esprits et des dieux, jouant ainsi le même rôle que l'arbre cosmique. S'en vient alors la consécration des instruments chamaniques, tambours et baguettes, suivie des offrandes aux esprits et aux ancêtres invoqués, ainsi que des sacrifices. Dans certains cas, le chaman père grimpe en haut de l'arbre traversant la yourte, pour invoquer l'assistance des esprits. Et souvent, un cheval blanc est sacrifié lors de la cérémonie. Le cheval servira ainsi de monture au chaman dans l'autre monde. Nous le verrons aussi, cet animal est souvent présent dans les mythes chamaniques de l'arbre cosmique. Puis le chaman père grimpe à un des 3 bouleaux plantés dans l'aire cérémonielle, nouvelle représentation de l'arbre cosmique. Et il y taille 9 incisions à son sommet, symbole des mondes célestes menant au dernier, celui de Báj-Ulgan, le démiurge. Une fois descendu, c'est au tour de l'initié de grimper et de commencer ses incantations extatiques. Parfois, l'initié, porté par les 9 fils, tourne 9 fois autour des bouleaux. Et d'autres fois, c'est le chaman père. On retrouve ainsi ce chiffre 9 tout au long des rituels chamaniques. Que ce soit donc le nombre des fils, des arbres, des tours effectués, des jours de jeûne, mais aussi des coupes rituelles, des animaux sacrifiés et du nombre de leurs bourreaux sacrificateurs. D'autres fois, moins souvent, il s'agira du chiffre 7, qui prendra cette sacralité. Ce chiffre représente les 7 cieux planétaires mésopotamiens. Ceci donnera probablement naissance aux 7 cieux des mystiques juives et chrétiennes, ainsi que dans l'islam. À noter qu'à chacun des niveaux célestes, le chaman s'entretient avec un personnage mythique, puis au 6e et 7e niveau, avec respectivement la lune et le soleil. Ceci semble coïncider avec l'astrologie mésopotamienne et le concept des 7 cieux planétaires, dont les 2 derniers, le 6e et le 7e, sont lune et soleil. Ainsi pourrait-on envisager que ce concept du chiffre astral sacré trouve son origine chez les Mésopotamiens et ait été enrichi chez les peuples nord-asiatiques. Ensuite, une fois les cieux, représentés par les entailles, gravis un à un, le chaman s'entretient avec le dieu protecteur, ici Báj-Ulgan, pour obtenir de lui ses bonnes grâces. Et enfin, une fois tout ceci accompli, l'initié, élu des esprits, devient alors chaman, leur interlocuteur. Le choix du bouleau, considéré comme arbre cosmique chez les Sibériens, au détriment du sapin, pourtant de plus grande taille et d'une plus grande longévité, pourrait provenir de son aspect. En effet, son écorce blanche s'éclaircit plus on approche du sommet. Donc, elle est souvent associée au soleil ou à la lune, ce qui coïncide avec les 2 derniers mondes. De plus, l'amanite tumouche, champignon consommé par le chaman pour entrer en transe, est très souvent présente à ses racines. Ainsi, l'arbre cosmique, symbolisé ici par le bouleau, était et reste central dans la vie du chaman sibérien, et plus généralement d'Asie centrale et septentrionale. On en retrouve des représentations sur son tambour cérémoniel, confectionné dans le même bois, ainsi qu'en réplique, à l'intérieur et devant sa yourte, comme nous l'explique toujours Mircea Eliade. Le pilier central de cet habitat, d'ailleurs, ferait office d'axis mundi du microcosme de l'habitat, comme de l'univers. Cette même symbolique de l'arbre cosmique, sous forme de poteaux, de bâtons, de colonnes, ou comme ici de troncs replantés, définit le concept du pilier du monde. Le mythe de l'arbre cosmique, par sa forte symbolique d'échelle mystique, s'exprime par un culte qui consiste à mettre en pratique cette vision. Une vision qui semble perdurer même de nos jours, notamment lors du festival de Seling en Mongolie. Les chamans de toute la Mongolie, et même d'au-delà, perpétuent ce mythe en se regroupant à Seling-e-Mag, lors de festivités autour de l'arbre-mère et Ijmod. L'appellation d'arbre-mère n'est pas anodine, car le culte de l'arbre cosmique est intimement lié, parfois même confondu,
avec celui de la déesse mère, la Mater Magna, la grande déesse, la grande mère, ou tout autre nom que revêt la divinité primordiale de la fécondité, de la renaissance et de la nature. Nous étudierons cette dernière lorsque nous aborderons l'arbre de vie dans une future vidéo. Lors du festival de Seling, des morceaux de tissu, principalement bleus, sont attachés à l'arbre cosmique, comme chez les Bouriates. Puis les chamans mongols en font le tour tout en jetant en offrande des haricots, du lait ou de la vodka. Et ce, au son des tambours cérémoniels et des prières. Il semble que le rituel de tourner autour de cet arbre, représentant l'arbre cosmique, soit lui aussi répandu et rejoint la course des chamans bouriates autour de l'arbre. Lors de ces rituels, les chamans mongols disent voler ou léviter. Ceci peut aisément s'expliquer par la grande quantité de vodka ingurgité, tout comme les effets de leur course en rond autour de l'arbre, au rythme transcendantal des tambours. Puis, ils s'écroulent, et entrent alors en communication avec le monde des esprits, pour obtenir d'eux des faveurs. Mais il ne semble pas que les chamans grimpent à l'arbre. Ici, l'ascension est directement celle de l'esprit, emporté dans la cime de l'arbre par le tourbillon de la course. Donc, nul besoin d'y grimper physiquement. Si nous venons de voir, par le prisme de l'ethnologie comparée, l'initiation et le rite archaïque probable, voyons maintenant ce que vivrait le chaman une fois l'autre monde atteint. Pour cela, nous nous basons sur des propos recueillis par l'ethnologue Andrei Popov, auprès d'un chaman nommé Utari, du peuple Avam-Samoyède de Sibérie. Celui-ci, atteint par la petite vérole, plongea dans l'inconscience durant 3 jours. Pendant ce laps de temps, il dit avoir voyagé dans l'autre monde. Son périple mystique débute dans l'océan primordial. Puis il gravit une montagne, au sommet de laquelle il découvre la Dame de l'eau, la déesse mère, qui le nourrit alors en lui donnant le sein. Puis vient son époux, le Seigneur des Enfers, qui lui offre 2 esprits auxiliaires, sous forme animale, et ce pour le guider dans la suite de son voyage dans le monde souterrain. Là, il y découvre 7 tentes, habitées par les seigneurs des maladies et les morts qui y ont succombé. Ceux-ci lui révèlent les maladies et comment les soigner. Puis, après s'être fait arracher le cœur, il pénètre dans le monde des chamans, qui le fortifient et le mènent aux 9 mers. Au milieu de l'une d'entre elles, se trouve une île, et en son centre s'élève jusqu'aux cieux un jeune arbre, un bouleau, l'arbre du Seigneur de la Terre. Autour de lui poussent 9 herbes, à l'origine de toutes les plantes de la terre, dont il apprend les vertus médicinales. Et au sommet de l'arbre se trouvent les ancêtres des peuples sibériens, parmi lesquels les Samoyèdes, les Tungus ou les Yakoutes. Puis il reçoit des mains du Seigneur de la Terre, à demi sorti du tronc de l'arbre, un rameau de son bois, afin que l'initié y confectionne un tambour. Puis celui-ci repart en volant. Et il rencontre alors 7 pierres magiques, 2 femmes à la fourrure de reine et bien d'autres péripéties. Jusqu'à ce qu'un forgeron, au cœur d'une montagne, ne le décapite, le coupe en morceaux et le mette à cuire. Mais il lui confectionne un nouveau corps de chair et lui forge une tête. L'homme est mort, mais il ressuscite en chaman. Désormais, dans cet autre monde, il verra avec son regard mystique, et non plus celui de chair. Et soudain il se réveille dans notre monde, et peut dès lors chamaniser, enrichi qu'il est par les connaissances et les secrets acquis. Cet exemple est caractéristique de l'extase initiatique des chamans sibériens, et plus généralement asiatiques et amérindiens, et comporte l'ensemble des thèmes et des intervenants que l'on retrouve de manière quasi systématique dans les mythes. En effet, nous le verrons dans la prochaine vidéo, son récit est aussi proche du récit cosmogonique dans lequel le chaman se substitue au premier homme. Dans le récit que nous venons de voir, on retrouve les marqueurs forts que sont les chiffres 7 et 9, la déesse primordiale qui nourrit de son lait,
l'arbre cosmique au sommet de la montagne au centre du Nil, ou encore les instruments du chaman taillés dans le bois de l'arbre cosmique. Cependant, il est fort possible que le chaman n'ait pas vécu cette expérience, mais qu'il répète un mythe appris par cœur, les étapes symboliques franchies par chaque chaman. Sans doute, cela s'appuie-t-il sur des mythes fondateurs qui se retrouvent dans la zone originelle du chamanisme, mais aussi dans d'autres où ils se diffusent. Souvent, dans la tradition chamanique, le chaman grimpe ainsi à l'arbre cosmique, afin de rallier le monde des esprits. Mais comment se fait-il que ce motif et les mythes auxquels il donne naissance se retrouvent sur l'ensemble de la planète, dans des aires éloignées et des cultures n'ayant eu aucun contact entre elles? Naîtrait-il de représentations mentales universelles de la pensée humaine, de l'empirisme issu des évolutions techniques et sociétales, ou bien n'aurait-il pour origine qu'un seul mythe qui aurait alors muté selon les régions? Même si on ne sait pas quand apparaît cette figure mythologique, ni réellement où, on sait cependant qu'elle est probablement une composante du chamanisme ou qu'elle devient, comme l'affirme Jörg Becker. Toutes les variantes de l'arbre cosmique sont à relier à une origine chamanique. Il paraît donc essentiel de s'intéresser à l'origine de cette culture symbolique. Mais avant de poursuivre, il nous faut faire un rapide point sur la chronologie. La période dite historique prend pour référence la naissance de Jésus. Ainsi, toute date précédant ce marqueur sera qualifiée avant Jésus-Christ, ou dans un cadre plus académique que nous adoptons, avant notre ère. Et on l'écrira alors AEC, pour avant l'ère commune. Ainsi, par exemple, 52 avant Jésus-Christ, ou l'année moins 52, se dit 52 avant notre ère, et nous l'écrivons 52 AEC. Ensuite, pour les périodes dites préhistoriques, datant d'avant le 4e millénaire, on change de référence. En effet, ce n'est plus la première année du calendrier grégorien qui sert de base, mais l'année 1950, ou voire parfois l'an 2000. Cette limite fixe le présent chronologique. Ainsi, 8000 ans avant notre ère équivaut à 10 000 ans avant le présent, ce qui reviendrait à dire il y a 10 000 ans. Cette méthode est utilisée pour les dates très anciennes et peu précises. Revenons-en à l'arbre cosmique. Si l'on en croit des historiens, anthropologues et ethnologues, à la suite de Mircea Eliade, le chamanisme naîtrait en Asie centrale et septentrionale, grossièrement la Sibérie actuelle et le monde altaïque turco-mongol. Certains préhistoriens, comme Mathieu Rossano ou Jean Clotte, et des anthropologues, comme David Lewis Williams, dateraient son origine au Paléolithique supérieur, entre 45 000 et 12 000 ans avant le présent, en s'appuyant essentiellement sur l'interprétation de l'art pariétal. En effet, si l'on ne connaît pas le rôle des dessins pariétaux, certains y verront tout de même la reproduction des visions chamaniques. Pour eux, les esprits d'animaux et les formes géométriques dites antoptiques, issues des visions chamaniques, se retrouveraient alors concrétisées par des dessins sur les parois de ces cavernes, portes vers l'autre monde. Pour l'anthropologue David Lewis Williams, le chaman représenterait alors le chasseur visitant l'esprit du gibier, d'où l'aspect animal des esprits. C'est ainsi que certains feront hâtivement le lien entre art pariétal et chamanisme. Mais si cette hypothèse est fortement contestée, elle pourrait être envisagée mais simplement pour une partie des figurations et non l'ensemble. D'autres chercheurs, plus prudents, à l'instar de Michel Heurblanchet ou Jean-Louis Lequelec, ne se prononcent pas quant à eux sur l'origine paléolithique du chamanisme, estimant qu'aucune preuve solide le permettrait. Concernant les sources, nous n'avons aucune source écrite sur le chamanisme avant le Moyen-Âge, et celle-ci traite principalement des traditions celtes ou scandinaves, qui semblent avoir été influencées par le christianisme, et donc ne pas refléter le chamanisme originel. Pire, ces textes n'émanent pas des peuples chamaniques eux-mêmes, mais d'autres les côtoyant, comme les récits romains mentionnant les Celtes de l'Antiquité. Pour mieux comprendre le chamanisme, les spécialistes s'appuient sur la tradition orale de régions qui l'ont bien conservé, mais également sur des travaux ethnologiques, anthropologiques et de mythologie comparée, l'archéologie et l'épigraphie n'étant que d'un faible secours. Il faut garder en tête que les mythes de l'arbre cosmique que nous allons évoquer dans cette série de vidéos sont soit héritiers de plus anciens, soit reconstitués par la recherche scientifique.
Tout d'abord, voici ce que nous savons de ce motif et des mythes qui lui sont rattachés. Nous ne possédons aucune représentation dans les dessins pariétaux du Paléolithique supérieur de l'arbre cosmique. Même si en chipotant, on pourrait déceler une forte ressemblance entre les signes dits tectiformes et un arbre stylisé. Mais certains y voient plutôt une habitation. Et quoi qu'il en soit, cette représentation est très localisée, donc ne répond pas à notre répartition globale. Mais ce n'est pas parce que nous n'avons pas de traces de l'arbre cosmique au Paléolithique supérieur qu'il n'était pas présent. L'absence de preuve n'est pas une preuve. En termes archéologiques, la plus ancienne représentation possible de l'arbre cosmique à ce jour se trouverait sur une céramique provenant du site funéraire de Lanek Gadoué, à Erdeven dans le Morbihan, et daterait du 5e millénaire avant notre ère. L'archéologue Serge Cassan compare ce symbole à d'autres représentations, que ce soit sur une assiette du peuple Hopi d'Amérique du Nord, ou au dos d'une poupée à chantier du Ghana, mais aussi au tambour des chamans de l'Altaï. Ainsi, une structure commune se dégage d'un espace divisé en deux. Dans la partie supérieure, le ciel avec les astres, notamment Soleil et Lune, et dans la partie inférieure, le monde souterrain avec les animaux, sûrement sous forme d'esprits, ainsi que la présence des serpents et parfois d'un ou de plusieurs hommes, pouvant être assimilés aux chamans. Ces deux espaces sont séparés par une ligne épaisse, qui serait la Terre, le monde médian. Et parfois, au centre, l'arbre cosmique, ou ce à quoi on le rapproche, que ce soit sous la forme d'un rameau, d'un arbre identifiable ou d'un arbre stylisé. Mais plus sûrement, ce serait l'arbre sacré mésopotamien, retrouvé en gravure sur les temples ou sur des sceaux, et ce dès le 3e millénaire avant notre ère. D'autant plus que c'est en Mésopotamie que l'on retrouve les plus anciens mythes rédigés, notamment de l'épopée de Gilgamesh, datée du début du 2e millénaire avant notre ère. Ce symbole de l'arbre sacré se retrouve également dans d'autres civilisations, au travers de figurations proches de celles mésopotamiennes. Mais le problème majeur est que nous ne possédons que très peu de mythes écrits concernant l'arbre cosmique datant de l'Antiquité. Et quand il est dans le cadre du chamanisme, c'est encore plus tardif. Les récits de la tradition orale n'ayant été mis par écrit qu'au Moyen-Âge pour les Scandinaves, les Germaniques ou les Celtiques, et jusqu'au 19e voire 20e siècle pour les Sibériens. De plus, il faut ajouter à cela l'influence chrétienne sur la mutation de ces mythes par rapport à ceux d'origine. Néanmoins, nous pouvons dresser une carte de l'implantation de la figure mythologique de l'arbre cosmique, toutes périodes confondues. Ainsi, on observe ce motif au sein de mythes présents sur l'ensemble du globe, avec une moindre importance en Afrique. Cependant, si l'on constate une présence globale, elle n'est pas uniforme et homogène, ce qui écarte d'emblée l'universalité de la représentation au travers d'archétypes chers à Carl Jung. Sinon, le motif se retrouverait partout et de façon identique. En effet, pour expliquer cette globalisation du mythe, certaines études, comme celle de Carl Jung, expliquent que si l'on retrouve des mythes similaires dans des régions éloignées, ce serait dû à des représentations mentales universelles inconscientes communes à toute l'humanité. En d'autres termes, nous serions tous préprogrammés pour concevoir certains phénomènes ou situations. Ceci reposerait notamment sur la psychiatrie et des modèles de fonctionnement neurologique et psychologique. De là à concevoir que l'être humain soit conçu pour croire, il n'y a qu'un pas qu'il ne faudrait pas franchir, ce que font pourtant aisément les neurothéologiens. À ce sujet, je vous invite à consulter notre vidéo sur les mythes du cerveau. Mais l'hypothèse des archétypes reste en l'état et demeure fortement obsolète et critiquée. Si ces théories étaient valables, alors le motif universel de l'arbre cosmique serait présent uniformément sur l'ensemble du globe, ce qui n'est pas le cas. De même que les mythèmes constitutifs des mythes concernant l'arbre cosmique ne sont pas identiques selon les différentes ères où ils apparaissent. En effet, la théorie de Carl Jung se heurte aux détails, similaires dans les mythes de certaines régions ou absents dans d'autres, comme le lien de l'arbre au cheval, à la course du soleil, au duo de l'oiseau fabuleux à son sommet et du reptile néfaste à sa base, le lien au lait, à la déesse mère, au tambour du chaman, etc. Et qui plus est, certaines de ces composantes ne paraissent pas intuitives. Et c'est grâce à ce même constat que l'on peut écarter l'hypothèse du hasard, qui voudrait au contraire que ce mythe émerge indépendamment dans des régions éloignées. Encore une fois, détails et localisation contredisent ce postulat.
On peut ainsi dire que la figure mythologique de l'arbre cosmique n'est ni une représentation mentale, ni une émergence hasardeuse, mais plutôt une construction empirique née de l'observation dans un seul foyer originel, ce qui facilitera son acceptation et sa diffusion. Et c'est ce qui amène les chercheurs en ethnographie et anthropologie à envisager une origine commune et ancienne pour ces mythes que l'on retrouve dans des régions éloignées. Le motif de l'arbre cosmique mésopotamien, le scandinave, le sibérien, l'indien ou le maya seraient alors tous héritiers d'un unique motif, lié à un mythe archaïque. Les récentes études, notamment celles de Jean-Loïc Lequelec, de Julien Duy ou de Yuri Bereskin, invitent à reconsidérer la vision systémique de plusieurs origines pour le motif, qui se diffuseraient par contact ou qui émergeraient dans des diverses aires de peuplement, tout comme elles contredisent l'universalité et le hasard. Leurs recherches tentent en effet à démontrer que les mythes présents dans diverses aires de peuplement ont souvent une seule origine, et qu'ils suivent les migrations de l'homme moderne pour se diffuser dans d'autres régions. Puis ces mythes y muteraient, ou disparaîtraient pour certains. Et il n'est pas exclu que d'autres récits viennent se greffer aux anciens, les complétant ou s'y confondant. Ainsi naîtraient les écomythes, variantes d'un même mythe selon que celui qui le transmet apporte modification ou omission. Cette vision généalogique des mythes amène Julien Duy à les concevoir comme étant des organismes vivants dont les humains seraient les agents de diffusion. Et c'est pourquoi on étudie ces mythes par le biais de la phylogénétique, méthode initialement réservée aux plantes, qui sert à remonter l'ascendance génétique pour en déterminer l'origine et l'expansion. Et Julien Duy de conclure que les ressemblances structurelles et narratives entre certains mythes complexes s'expliqueraient par une ascendance commune plutôt que par la convergence d'inventions indépendantes. Tous ces travaux, basés sur les modèles statistiques et l'aréologie, qui est la pratique servant à étudier la répartition géographique des mythes, s'appuient aussi sur des travaux antérieurs de Claude Lévi-Strauss, Georges Dumézil ou Bernard Sergent, qui ont su orienter l'étude des mythes vers une conception structuraliste. Dans notre cas, il faudrait donc répertorier tous les mythes de l'arbre cosmique, ainsi que les mythèmes les constituant. Puis il faudrait comparer leur répartition grâce à l'aréologie, leurs similitudes et divergences avec la mythologie comparée, et ainsi dresser des tableaux et des cartes de diffusion possibles. Nous n'avons pas pu fournir ce travail colossal, mais avons tout de même dressé un panorama sommaire de cette figure mythologique. L'arbre cosmique, en tant qu'axis mundi, arbre du monde et arbre de vie, se retrouve ainsi en Europe, grossièrement dans le monde celtique, dans l'ère germano-scandinave, dans celle gréco-romaine ou dans le monde slave, tout comme en Asie centrale et septentrionale, soit dans le monde altaïque turco-mongol, en Sibérie et en Chine, ainsi que dans l'ère indo-iranienne, puis au Proche-Orient, de l'Anatolie à l'Égypte, en passant par la Mésopotamie et le Levant, mais aussi en Asie du Sud-Est et en Océanie maori. Et enfin, en Amérique du Nord, centrale et du Sud. On retrouve aussi quelques mythes en Afrique, notamment à l'ouest, chez les Sérères du Sénégal, de la Gambie et de la Mauritanie. Nous avons ainsi les foyers principaux d'expression de la figure mythologique et des mythes qui la font vivre, là où ils y sont racontés ou là où on y trouve des traces. Mais quelle est donc la raison de cette répartition mondiale? Et pourquoi l'Afrique semble si peu pourvue de ce mythe? Si l'on en croit Julien Duy ou Jean-Loïc Lequelec, les mythes suivraient les migrations des hommes. Il suffirait alors de déterminer les routes qu'Homo sapiens emprunta afin de concevoir un schéma d'expansion et ainsi déterminer l'origine. Si ce motif a une seule origine et se diffuse en créant des variantes et des écomythes, alors quel pourrait être ce point d'origine et de dispersion? Il semblerait qu'il s'agisse des premiers foyers de peuplement de l'homme moderne, durant le Paléolithique supérieur, à savoir l'Afrique puis le Proche-Orient. Pour l'Afrique, on ne retrouve que très peu de mythes significatifs proches de l'arbre cosmique. On peut donc écarter ce foyer comme étant l'origine du motif. Alors qu'au Proche-Orient, ce mythe est bien présent, de l'Égypte à l'Anatolie, en passant par la Mésopotamie, ainsi que du Levant jusqu'en Iran. Ceci expliquerait donc la force des mythes et des rites de l'arbre cosmique dans ce foyer de peuplement, car il remonterait au début de la conceptualisation symbolique. Ainsi, il apparaît évident que si le mythe originel répondait à des composantes géographiques, temporelles, voire sociétales du Proche-Orient ancien, il mute ensuite selon que ces variables diffèrent dans d'autres régions, ce qui expliquerait les différentes versions observées. De plus, le constat est sans appel. Si l'on suit cette hypothèse,
le postulat faisant de l'Asie centrale et septentrionale le point d'origine et de diffusion du chamanisme et du motif de l'arbre cosmique qui lui est associé ne tient plus. En effet, si l'on accepte cette position, alors des peuples de ces régions asiatiques auraient dû se déplacer au Paléolithique supérieur vers le Proche-Orient, alors que c'est l'inverse. En effet, en nous basant sur les informations que nous possédons actuellement, on ne peut conclure à la seule diffusion du chamanisme depuis l'Asie septentrionale, en particulier la Sibérie, que vers l'Amérique du Nord via le détroit de Bering il y a environ 15 000 ans. Et on le sait grâce à la génétique, qui nous apprend que les populations amérindiennes, des Algonquins du Québec aux Yagans de la Terre de Feu, en passant par les Mayas Caxiquel du Guatemala, sont originaires d'une vague de migration provenant de Sibérie ou du même foyer que ceux de Sibérie. L'Asie centrale et septentrionale ne serait donc pas le berceau du chamanisme et du motif de l'arbre cosmique, mais un des foyers de diffusion qui les a le mieux conservés. Cela remet donc en cause des visions linéaires comme celle de Mircea Eliade, qui ne tenait pas compte de l'aréologie et de l'approche phylogénétique en mythologie comparée. On pourrait ainsi conclure que le motif de l'arbre cosmique, originaire du Proche-Orient au Paléolithique supérieur, est bien implanté dans les carrefours migratoires d'Homo sapiens, ce qui en ferait des foyers de diffusion par la suite, diluant progressivement le mythe originel. Mais il y a un problème, et de taille. Au Paléolithique supérieur, lors des premières grandes migrations d'Homo sapiens, nous sommes en période glaciaire. Les paysages de l'hémisphère nord se résument à des glaciers, à la toundra, composée de grandes steppes couvertes de mousse et de lichen, et à la taïga, avec très peu d'arbres, sinon de petite taille, parmi lesquels quelques résineux et des boulous nains. Même si l'on a découvert des refuges d'arbres, ceux-ci sont peu nombreux. Comment peut-on donc considérer que dans un tel environnement, le motif de l'arbre cosmique ait pu perdurer ? En effet, l'hypothèse d'une seule origine au Proche-Orient, durant le Paléolithique supérieur, voudrait qu'il y ait des arbres de grande taille dans les aires de peuplement où se retrouve la figure mythologique de l'arbre cosmique, et ce durant cette période. Or, nous connaissons bien l'histoire du couvert forestier du continent européen, et c'est loin d'être le cas. Le macroécologiste et biogéographe Jean-Christian Svenning estime que durant la période glaciaire du Pléistocène supérieur, période géologique entre 126 000 et 11 700 ans avant le présent, les arbres ne persistaient en Europe que dans l'extrême sud méditerranéen. Et c'est à la fin de cette période géologique que se déroule le Paléolithique supérieur des chasseurs-collecteurs nomades, de 45 000 à 12 000 ans avant le présent. Puis, lors du réchauffement climatique de l'Holocène, à partir de 11 700 avant le présent, l'arbre aurait progressivement et de manière rapide reconquis les régions vers le nord. L'archéobotanie révèle en effet que ce serait autour de 10 000 ans avant le présent qu'en Europe se produisit cette reconquête, et que se seraient alors développées les forêts de conifères. Les résineux et le bouleau nain de la taïga auraient ainsi cédé la place entre le 60e parallèle Oslo-Leningrad et le 40e Bordeaux-Belgrade à une immense forêt d'arbres feuillus, composée d'ormes, de pins, de noisetiers, de tilleuls et surtout du chêne, qui forme la très vaste chaînée mixte qui s'étend de la chaîne de l'Oural à l'océan Atlantique. Et par exemple, au large de Norfolk, en Angleterre, fut découverte une forêt d'arbres fossilisés, engloutis probablement à la suite d'un tsunami. Parmi eux des chênes, encore dotés de branches longues de plusieurs mètres. Ces arbres furent datés d'il y a 10 000 ans par Julian Andrew de l'université d'East Anglia. Michel Barbaza, quant à lui, avance que ce serait durant la période dite du Mésolithique, qui correspond au début de l'Holocène, que l'arbre aurait acquis sa sacralité, comme en attesteraient certaines représentations hyperanthropomorphiques et arboriformes, comme à Villabruna dans les Alpes italiennes. Mais il ne s'agit là que d'interprétation et de subjectivité. Donc, si le mythe de l'arbre cosmique, présent en Europe, provenait de la migration depuis le Proche-Orient, il y a environ 45 000 ans, cela voudrait dire que le motif de l'arbre cosmique et ses mythes auraient perduré au moins 35 000 ans dans une région dépourvue de grands arbres. Cela remettrait donc en question la théorie d'une diffusion de cette figure mythologique au Paléolithique supérieur. Il faut prendre en compte qu'au Paléolithique supérieur, l'homme était face à l'animal qu'il chassait dans la steppe, souvent des troupeaux de rennes. Et ce n'est qu'au sortir des glaciations, au Mésolithique, que les arbres s'immiscèrent dans le paysage. Concernant le Proche-Orient, comme le souligne le préhistorien Olivier Orange, les changements climatiques auraient influencé l'évolution des pratiques et des comportements de l'humanité. Ainsi, ce serait au sortir de la dernière période glaciaire, avec ses deux phases de réchauffement, et la phase d'amélioration climatique de l'Holocène, qui lui succède,
qu'émergerait ce que le chercheur nomme le proto-néolithique, et que nous avons appelé jusque-là le mésolithique. Et ce serait durant ces deux périodes, du proto-néolithique 1, entre 14 500 et 12 200 avant le présent, et du proto-néolithique 2, entre 12 200 et 10 300 avant le présent, que l'homme moderne se serait sédentarisé. En s'appuyant sur les fouilles du village de Djerf el Ammar en Syrie, on peut déterminer l'évolution dans cette région vers la néolithisation. Sont construites durant la première période des maisons de pierre ronde à la charpente en bois, organisées en petits hameaux. Puis, dans la seconde période, des maisons de pierre rectangulaires à la lourde charpente, organisées en villages autour de constructions communautaires. Et qui dit charpente en bois, dit arbre. Cette période est également caractérisée par l'utilisation de flèches, ainsi que la présence de figurines, notamment celles d'animaux ou de femmes. D'ailleurs, sur l'une de ces représentations, on pourrait distinguer le motif de l'arbre cosmique, avec la présence d'un oiseau, de serpents et de ce qui pourrait être une plante. Et durant cette même période du proto-néolithique 2, on observe les débuts de tentatives de domestication d'animaux et de plantes. L'apparition des flèches nous intéresse particulièrement, car ces dernières, plus adaptées dans des zones boisées, remplacent la sagaie, utilisée pour chasser des troupeaux d'animaux dans les steppes dégagées de l'ère glaciaire. Et c'est par la suite, au néolithique, daté par Olivier Orange, entre 10 300 et 6 500 avant le présent, que se mettent en place élevage et agriculture. Rappelons que le néolithique se définit entre autres par la pratique de l'agriculture et de l'élevage, la sédentarisation et l'utilisation de la céramique. Les arbres étaient donc bien présents durant le néolithique au Proche-Orient, il y a environ 12 000 ans. Les maisons rondes étant dotées d'une lourde charpente de bois et les glands des chênes étant déjà consommés, par exemple. Olivier Orange rajoute qu'il existait également des forêts claires de chênes à cette même période dans la région. Le constat est donc simple. Si le motif de l'arbre cosmique provient du Proche-Orient, il ne peut y émerger qu'au néolithique, il y a environ 12 000 ans. Et de là, il se serait diffusé vers l'Europe par la migration des populations proche-orientales y entraînant la néolithisation, entre le 7e et le 5e millénaire avant notre ère. Ces nouvelles populations remplacèrent progressivement les populations autochtones, mais cela n'explique pas la présence du motif dans les autres aires de la planète. Mais il semble que c'est surtout durant le premier stade de l'Holocène, entre 11 700 et 8 200 avant le présent, qui correspond grossièrement au début du néolithique proche-oriental, que le réchauffement climatique est propice à l'arbre au niveau mondial. C'est ce climat tempéré qui voit l'émergence du chêne, du pin, du noisetier ou encore du hêtre. Certains chercheurs y voient une corrélation, estimant que la sacralité glissant en partie de l'animal vers l'arbre. Et c'est le cas de Robert Tamayon, qui pense en effet que la conceptualisation de l'arbre cosmique au sein du chamanisme est liée au mode de subsistance. Quand l'homme était chasseur-collecteur, il semblerait que sa conception du monde était horizontale. Les animaux sauvages, dotés d'un esprit, étaient perçus alors comme étant l'égal des hommes, ce qui rejoindrait le constat que fait Lewis Williams sur le chaman chasseur et l'esprit gibier. Puis, après la maîtrise de l'élevage, l'animal aurait perdu ce statut égalitaire et sa sacralité, devenant simple bétail, et l'homme se serait alors tourné vers un concept vertical et un culte des ancêtres. Et c'est d'ailleurs probablement à cette même période que les sacrifices d'animaux se développèrent. Mais contrairement à cette vision de deux chamanismes successifs, défendus par Robert Tamayon ou François Aubin, Charles Stepanov, lui, énonce ceci. « Je n'ai pas connaissance d'une tradition chamanique en Sibérie dans laquelle les chamans n'auraient de rapport qu'avec des animaux et aucun avec des ancêtres, ou au contraire, dans laquelle seuls les ancêtres seraient invoqués sans aucun emprunt à la zoosémiotique. » Il explique ainsi que des peuples de chasseurs, comme les Nganasan, les Evinks, les Téléoutes ou les Selkoups, possédaient pourtant des chamans grimpant à l'arbre cosmique, donc une dimension verticale pour des chasseurs, vénérant toujours les animaux en même temps que leurs ancêtres. Et l'anthropologue Michael Harner renchérit en affirmant que la division de l'univers en 3 royaumes, supérieur, terrestre et inférieur, reliés par l'arbre cosmique, serait une figure mythologique qui ne serait pas née d'une évolution sociétale. Revenons-en à la répartition du motif. Une fois les populations néolithiques venues d'Anatolie, établies en Inde, en Europe centrale, occidentale et septentrionale, s'y développent progressivement des cultures matérielles différentes, caractérisées par la poterie et les sépultures. Ces cultures auraient l'arbre cosmique dans leur mythe,
qui se seraient à leur tour diffusés dans les autres régions lors de migrations ou de conquêtes. Un de ces peuples aurait alors pris le dessus, c'est l'hypothèse indo-européenne, qui se base plutôt sur la linguistique et des marqueurs matériels. Cette hypothèse soutient qu'un peuple, assimilé à la culture matérielle des Kourganes, originaires des steppes du nord de la mer Noire, aurait conquis ces espaces y répandant leur culture, langue et religion. Pour information, les Kourganes sont des sépultures en forme de tumulus. Une autre hypothèse, s'en rapprochant, s'appuie sur des études génétiques et explique cette expansion depuis le foyer des steppes pontiques caspiennes, d'où la culture Yamna émerge durant le 4e millénaire avant notre ère. Ces cavaliers nomades pratiquant le pastoralisme se seraient étendus au cours du 3e millénaire avant notre ère vers la steppe eurasienne et l'Asie centrale, jusqu'en Chine, puis vers l'Asie septentrionale et le sud de la Sibérie, ainsi que le nord de l'Inde. Mais également, la culture Yamna se développe jusqu'en Europe occidentale, et ce durant le milieu du 3e millénaire avant notre ère. En définitive, il s'agit de toutes les aires européennes et asiatiques où le motif de l'arbre cosmique est présent. Quoi qu'il en soit, qu'il s'agisse d'Indo-Européens, de la culture Yamna ou d'une autre culture, tous ces peuples descendent de ceux venus du Proche-Orient, apportant avec eux les techniques du néolithique et probablement l'arbre cosmique. Mais il paraît compliqué de dresser avec certitude un schéma d'expansion et de diffusion du motif mythologique, qui semble suivre celle des hommes du néolithique. Néanmoins, un modèle peut être émis, et ce, à partir de tout ce que nous venons d'aborder. En résumé, voici le modèle de peuplement par migration de l'homme moderne qu'aurait pu accompagner chamanisme et arbre cosmique. Après sa sortie d'Afrique, Homo sapiens s'installe vers 100 000 ans avant le présent au Proche-Orient. De là, diverses migrations s'opèrent. La première vers l'Est asiatique, atteignant l'Inde il y a 70 000 ans, le plateau eurasien au nord il y a 55 000 ans, puis l'Océanie il y a 50 000 ans, et enfin la Chine il y a 40 000 ans. À l'ouest, depuis le foyer proche-oriental, l'homme moderne migre vers les steppes eurasiennes, au nord-ouest de la mer Noire, il y a 45 000 ans. De là, il s'étend jusqu'en Europe occidentale et septentrionale, il y a 40 000 ans. Puis à l'est, de ce foyer de peuplement chinois, dont nous avons des traces archéologiques, grâce notamment à un squelette fossile d'Homo sapiens retrouvé dans la caverne de Tanyuan en Chine, s'opère dans un premier temps le peuplement d'Asie septentrionale, il y a 25 000 ans, et dans un second temps celui d'Amérique du Nord, il y a 15 000 ans. Mais comme nous l'avons vu et l'observons sur la carte, l'hémisphère nord est recouvert du nord au sud de glaciers, de toundra et de taïga, impropres aux grands arbres. Même si des refuges existent, ils semblent peu nombreux pour que le motif se perpétue. On ne peut donc qu'envisager que la figure mythologique de l'arbre cosmique ne peut persister que dans le foyer proche-oriental, en Asie du Sud ou en Océanie. Et ce ne serait que bien plus tard que la figure mythologique de l'arbre cosmique émergerait en Europe et en Asie, lors du néolithique. Chamanisme et motifs auraient ainsi perduré au Proche-Orient, et c'est de là qu'une vague de nouvelles migrations successives, apportant la néolithisation, déferle sur l'Europe et l'Asie il y a environ 10 000 ans. Les nouveaux arrivants imposent alors autant leur technique que leur culture et leurs croyances. Puis, au 4e millénaire, émerge la culture Yamna, dans les steppes pontiques caspiennes. De là, ces peuples s'étendraient sur l'Europe occidentale, centrale, orientale et septentrionale, ainsi que l'Asie centrale et septentrionale, tout comme le sous-continent indien. C'est-à-dire, une fois de plus, toutes les régions où l'on retrouve traces du chamanisme et du motif de l'arbre cosmique. Et c'est ce modèle de plusieurs vagues migratoires successives, au vu de nos connaissances actuelles, qui nous semble le plus probant et réaliste. L'arbre, qui devient cosmique de manière empirique, apparaît dans les mythes de création du chamanisme, comme concept cosmogonique et cosmologique d'union des trois mondes envisagé par cette religion. Il est le centre du monde et de l'univers, origine de la vie, symbole d'immortalité et de renaissance. C'est un microcosme représentant la nature et le vivant. Ce motif symbolique semble trouver son origine au Proche-Orient,
pour se diffuser globalement au néolithique. Cette conclusion hypothétique naît de l'aréologie, de la phylogénétique des mythes, des traces archéologiques et génétiques, ainsi que d'un peu de bon sens. Puis, lors des migrations de l'humanité, ce mythe aurait plus ou moins muté dans les aires d'implantation, selon la géographie, l'évolution technique et sociale, ce qui aboutirait à des variantes, gravitant autour de constantes symboliques fortes. C'est un motif au cœur de mythes, fait d'un tronc aux multiples ramifications. Si l'on en croit Robert Tamayon, la fin de la sacralité de l'animal naîtrait de l'évolution vers l'élevage. Ainsi en serait-il de même pour l'arbre, chutant de son rôle cosmogonique et cosmologique par sa surconsommation. Car il ne nous est plus essentiel dans nos sociétés industrialisées, où le transformé supplante le naturel. On bâtit en béton, en métal, utilisons l'électricité, pratiquons élevage et culture intensive. Aujourd'hui, l'homme a désacralisé ce qui le surpassait, ce qui lui était essentiel, ce avec quoi il vivait en harmonie lorsqu'il protégeait les richesses de l'arbre, et ce pour sa survie. Pour au final, en faire un produit de consommation de masse, pour le seul bénéfice de son désir. L'anthropocentrisme est né des religions théistes, pour lesquelles l'homme est le centre de la création et son aboutissement, celui qui domine tout, le reste n'étant que ses auxiliaires subordonnés, devenant ainsi lui-même Axis Mundi. Plus besoin de médium pour atteindre le divin. Il y accède directement, grâce à sa proximité avec Dieu, qu'il habite même parfois. L'homme se substitue à l'arbre cosmique, s'appropriant ses motifs fondamentaux. Avant cela, l'homme faisait partie d'un tout, sans le surpasser ni le dominer. Seul l'arbre cosmique tutoyait le divin, l'homme ne pouvant l'atteindre sans son aide. Mais l'homme gonflé par son orgueil ne peut se satisfaire de sa condition. Victorieux sur le sauvage, ayant apprivoisé son environnement, il se croit au-dessus de tout. Il est seul réceptacle du sacré. Rien ne le surpasse, si ce n'est Dieu, sa création, qu'il sert pour qu'il soit servi à son tour. Si l'homme tua Dieu, comme énonce Friedrich Nietzsche, ce fut en coupant l'arbre. Il abattit ainsi ce lien qui le reliait au divin, à sa première expression, cette empreinte d'un passé sauvage où seules les lois de la nature dictaient les comportements humains. L'arbre cosmique revêt ainsi une myriade de concepts philosophiques et symboliques, et désormais n'en est que le reliquat. De nos jours, la prise de conscience écologique est une des origines du renouveau du chamanisme, une recherche des premières croyances non parasitées qui s'exprimaient en harmonie avec la nature, pour chercher à reconnecter l'humain avec le divin transcendé par la nature. Mais nul besoin d'être croyant pour s'émerveiller devant l'arbre. Il suffit juste de se poser à son ombre et de l'observer pour se sentir apaisé et retrouver la place qu'est la nôtre face à ce colosse souvent centenaire, centre de l'écosystème et poumon de la planète. Sans l'humanité, l'arbre vivrait toujours, et même mieux. Alors que nous, sans l'arbre, nous ne serions plus.